Un frisson glacial, presque palpable, parcourt les couloirs feutrés des centres de pouvoir mondiaux, de Washington à Pékin, en passant par Bruxelles et Moscou. L'Alaska, cette terre emblématique de glace immaculée, de toundra infinie et d'une histoire géopolitique complexe, se prépare à accueillir un sommet d'une importance capitale. Les enjeux en sont véritablement colossaux et les tensions sous-jacentes sont si palpables qu'elles électrisent l'atmosphère diplomatique. Le monde entier retient son souffle collectif, conscient de se trouver à l'aube de ce qui pourrait bien être un tournant historique majeur, un réalignement fondamental des plaques tectoniques du pouvoir global. Une question lancinante demeure: que va-t-il se passer précisément dans ce coin reculé et pourtant si stratégique du globe? Les analystes sont en ébullition, les médias spéculent et les capitales s'agitent, anticipant les répercussions de chaque mot, de chaque geste échangé sur cette terre autrefois russe. Dans quelques heures à peine, sous le ciel d'Anchorage, ville portuaire nichée entre les montagnes et la mer, les présidents russes et américains se retrouveront face à face. Cet événement n'est pas seulement crucial, il est potentiellement le point de bascule qui redéfinira l'architecture des relations internationales pour les décennies à venir. La Fédération de Russie arrive à cette table de négociation avec une ambition claire et non dissimulée: redéfinir en profondeur les règles du jeu géopolitique global, celles qui ont prévalu depuis la chute du mur de Berlin, bien avant même que les délégations n'atterrissent sur le tarmac enneigé d'Anchorage. Sergueï Lavrov, l'expérimenté et redoutable ministre des Affaires étrangères russe, a frappé un grand coup, démontrant la fermeté inébranlable de la position de Moscou. Avec une clarté désarmante, il a assoné: la Russie ne fera aucune concession. Le pays a des positions et des exigences concrètes, immuables, et elle n'y renoncera en aucun cas. Toute tentative de pression sera vaine et toute attente d'une flexibilité unilatérale de notre part sera déçue. Cette déclaration, loin d'être une simple réaction épidermique, est le fruit d'une stratégie mûrement calculée, un signal fort et sans ambiguïté envoyé directement à Washington et par extension à l'ensemble du monde occidental. Elle est le fruit d'une période de réflexion intense au Kremlin, validée au plus haut niveau. Elle s'inscrit dans une logique de détermination affichée, de refus catégorique de tout compromis sur les intérêts vitaux de la Russie. D'ailleurs, cette urgence américaine est révélatrice. Des visites préparatoires intenses et discrètes ont eu lieu ces dernières semaines, notamment celle de Stephen Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump à Moscou. Ces déplacements, maintenus initialement sous le sceau du secret, révèlent une nécessité impérieuse pour les États-Unis d'ouvrir ou de rétablir des canaux de communication spéciaux en dehors des circuits diplomatiques conventionnels, jugés trop lents ou inefficaces. Que révèle cette urgence grandissante de la part de l'administration américaine? Elle suggère une prise de conscience tardive mais brutale de l'impasse stratégique dans laquelle se trouvent les États-Unis et leurs alliés. Elle traduit une incapacité à dicter les termes du débat et une volonté dictée par la réelle politique de trouver une issue à une situation qui leur échappe. C'est l'admission implicite d'un échec cuisant de la politique de confrontation. Pourquoi tout cela est-il devenu si important maintenant, à ce moment précis de l'histoire? La réponse est d'une évidence aveuglante pour quiconque ose regarder les faits en face. L'échec retentissant et criant des sanctions occidentales contre la Russie est désormais indéniable. Loin d'avoir atteint leurs objectifs déclarés, à savoir paralyser l'économie russe, provoquer un changement de régime ou forcer Moscou à fléchir, ces mesures coercitives se sont révélées être un coûteux boomerang. Pire encore, elles ont causé des pertes colossales, chiffré en centaines de milliards de dollars pour les entreprises européennes et américaines, affaiblissant leur propre économie. Anton Silvanov, le ministre russe des Finances, figure clé de l'équipe de Poutine, l'a confirmé avec un pragmatisme désarmant à son arrivée à Anchorage. Le plus important sur le plan politique est de résoudre les questions de fond qui nous opposent. L'économie, nous en discuterons absolument car c'est le moteur de toute relation stable et durable. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre économie a résisté, s'est adaptée et même renforcée, tandis que la vôtre souffre de vos propres décisions.
L'impact de cet échec économique est direct et profond. Il impacte directement votre porte-monnaie, l'économie mondiale tout entière, déjà fragilisée par les crises successives, et la stabilité géopolitique à long terme. La flambée des prix de l'énergie, l'inflation galopante, la désindustrialisation de certains secteurs en Europe, la perte de marchés lucratifs pour les entreprises occidentales sont autant de manifestations tangibles de cette politique erronée. Alors, que pensez-vous de cette situation alarmante, de cette inversion des dynamiques de pouvoir économique? Écrivez-nous en commentaire. Votre perspective est essentielle pour comprendre la colère et la frustration qui montent partout dans le monde. Les délégations présentes, par leur composition même, parlent d'elles-mêmes, révélant les priorités et les stratégies de chaque camp. Côté russe, l'on observe une équipe multiprofil, d'une cohésion et d'une efficacité redoutables, agissant sous la houlette d'un président Vladimir Poutine qui s'exprime clairement depuis une position de force, fruit de ses succès militaires et diplomatiques récents. À ses côtés, l'incontournable Sergueï Lavrov avec son fameux pull arborant fièrement URSS, un geste symbolique puissant. Loin d'être anodin, ce choix vestimentaire n'est pas qu'un clin d'œil nostalgique. Il rappelle à dessein une époque où Moscou dictait les règles du jeu bipolaire mondial, une ère de respect et de puissance. C'est une image de résilience, un message clair et provocateur. La Russie n'a peur de personne, elle n'est pas isolée et elle est prête à défendre ses intérêts avec la même détermination qu'autrefois. Andrei Belousov, le ministre de la Défense, est là pour aborder les questions militaires névralgiques, la limitation des armements stratégiques, la transparence des exercices et surtout le point non négociable de la non-expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Sa présence souligne l'importance des garanties de sécurité que Moscou exige depuis des années. Anton Silvanov, le ministre des Finances, est chargé de la partie économique, des sanctions et des mécanismes de contournement mis en place par la Russie, prouvant l'échec des pressions économiques occidentale. Kirill Dmitriev, représentant spécial pour les investissements conjoints en Arctique et dans l'espace, incarne la vision à long terme de la Russie, ses ambitions dans des régions stratégiques et des domaines technologiques de pointe, loin des seules préoccupations immédiates du conflit. Enfin, Yuri Uchakov, l'assistant présidentiel chevronné pour les affaires internationales, est là pour orchestrer la normalisation diplomatique, le rétablissement de la confiance et la recherche d'une nouvelle architecture de sécurité européenne. Cette composition méticuleuse et hautement spécialisée démontre une approche globale, une détermination sans faille de Moscou à ne rien laisser au hasard et une volonté de s'imposer comme un acteur majeur et respecté sur la scène internationale. C'est une stratégie d'échec complexe où chaque pièce a une fonction précise. Du côté américain, le président Trump, un pragmatique revendiqué, est présenté comme un réaliste avant tout. Sa quête principale à Anchorage n'est pas tant une victoire idéologique qu'une victoire diplomatique tangible, potentiellement un prix Nobel de la paix, afin de renforcer sa position sur la scène intérieure et internationale. Ce serait un coup de maître pour sa réélection. Cependant, sa délégation est loin d'être unie, elle est même profondément divisée, reflétant les fractures au sein de l'establishment américain. Marco Rubio, secrétaire d'État, connu pour sa ligne dure et intransigeante envers la Russie, est bien présent, symbolisant la persistance d'une faction faucon qui voit Moscou comme une menace existentielle. Scott Bessent, ministre des Finances, et Howard Lutnick, ministre du Commerce, signalent que l'économie et les échanges commerciaux, malgré les sanctions, seront au cœur des discussions avec l'espoir de débloquer certaines impasses coûteuses, mais des absences notables pèsent lourdement sur la crédibilité de la délégation américaine. Le vice-président J.D. Vance est le représentant spécial pour le pays voisin. Selon des informations exclusives obtenues en coulisses par nos sources, cette absence est délibérée et stratégique. Trump, échaudé par les fuites passées et les tentatives de sabotage, ne veut pas de voix dissidentes ou de déclarations radicales qui pourraient faire échouer les négociations avant même qu'elles n'aient vraiment commencé. Cela sous-entend une méfiance profonde envers ses propres faucons et les éléments bellicistes de son administration. Il veut contrôler le discours, le message et le narratif à tout prix. Il cherche à éviter toute provocation, toute escalade verbale qui compromettrait l'objectif de désescalade qu'il prétend poursuivre. Mais pourquoi une telle prudence, une telle volonté de museler les voix discordantes? C'est le signe d'une fragilité interne, d'une administration tiraillée entre des visions opposées et d'une urgence à obtenir un résultat n'importe lequel qui puisse être vendu comme une réussite politique. L'Europe, quant à elle, est reléguée
reléguée sans ménagement au second plan, spectatrice impuissante de son propre déclassement. La France, l'Allemagne, la Pologne et toutes les autres nations de l'Union européenne, aucune n'est invitée à ce sommet crucial, à cette table où se dessine pourtant son propre avenir. Elles sont décrites non sans une pointe d'ironie amère comme nerveuse, cherchant désespérément à prolonger la tension, à maintenir le conflit pour affaiblir les États-Unis en les liant à des engagements coûteux et ainsi renforcer leur propre influence sur un continent dévasté. C'est, de l'avis de nombreux observateurs, une véritable humiliation pour des nations qui se prétendent des puissances mondiales. Elles observent les négociations de l'extérieur impuissantes alors qu'elles subissent les plus grandes pertes économiques dues à un conflit dont elles ont été les premières à alimenter l'escalade et à des sanctions qui les asphyxient. Le politologue Boris Mijouyev, fin connaisseur des dynamiques eurasiatiques, l'a affirmé sans embâge, le fait que les chefs de plusieurs départements clés, défense, finance, diplomatie, investissement stratégique, se rendent en Alaska parle de lui-même. Ce n'est pas un simple échange de gestes symboliques de pure forme, mais une tentative sérieuse, une action délibérée et déterminée d'établir de nouvelles règles fondamentales de relations internationales, une redéfinition complète de l'ordre mondial. Les médias occidentaux, complices ou aveugles, sont en pleine panique, tentant déjà de discréditer le sommet avant même qu'il ne produise ses conclusions. D'après certaines analyses perspicaces, ils orchestrent une campagne de désinformation massive, cherchant à préparer le terrain pour un échec, à minimiser toute avancée potentielle et à maintenir le récit d'une Russie isolée et vaincue. Ne tombez pas dans le piège de la désinformation orchestrée par ceux qui ont tout intérêt à la poursuite du chaos et du conflit. Un expert polonais, Daniil Baszkowski, l'a formulé avec une pertinence frappante, exposant la tactique russe avec une clarté impitoyable. Poutine ne donnera pas à Trump ce qu'il veut, du moins pas immédiatement et pas sans contrepartie majeure. La Russie préfère d'abord lui tendre la carotte, l'espoir d'une paix, d'un accord, d'une désescalade, pour mieux le guider vers ses propres objectifs. C'est une métaphore forte qui révèle la subtilité et la patience stratégique russe. La Russie, forte de ses succès récents sur le terrain militaire et économique, est en position de force, une position qu'elle a patiemment construite. Son objectif est clair et triple, capitaliser sur ses actions actives sur le front, où elle a consolidé ses positions et gagné du terrain, et sur sa domination militaire désormais incontestable pour imposer ses conditions, obtenir la légitimation de sa position et l'ancrage définitif des nouvelles réalités territoriales sur le terrain, et enfin chercher à convaincre Donald Trump que le soutien aux pays voisins, coûteux et sans issue, est dépourvu de sens et ruineux pour les contribuables américains. Des centaines de milliards de dollars ont déjà été dépensés par Washington dans cette aventure, une somme qui aurait pu être investie dans les infrastructures américaines, la santé ou l'éducation. Combien de milliards supplémentaires seront dilapidés pour un pays qui, de toute évidence, ne maîtrise même pas son propre destin et semble prisonnier d'une élite corrompue et manipulée? La Russie a donc trois thèses clés, trois arguments massus qu'elle présentera à Trump avec une logique implacable. Premièrement, la légitimation de la position russe, c'est-à-dire la reconnaissance implicite ou explicite des nouvelles frontières, des nouvelles réalités géopolitiques qui ont émergé du conflit. Il ne s'agit pas d'annexion, mais d'une reconnaissance de facto de la volonté des populations et des liens historiques. Deuxièmement, l'inutilité, voire la nocivité du soutien continu aux pays voisins. Moscou présentera des données chiffrées sur le coût astronomique de cette aide. Son inefficacité militaire et la corruption endémique qui en fait un puits sans fond. Elle soulignera que cet argent des contribuables américains ne sert qu'à prolonger une agonie et non à assurer une victoire improbable. Troisièmement, et c'est le point le plus explosif, la division fondamentale entre les États-Unis et l'Europe. Pour Moscou, c'est clairement l'Europe et non Washington qui est la véritable source de la prolongation du conflit, la force motrice derrière l'escalade et le maintien des tensions. Les capitales européennes, notamment Paris et Berlin, sont, selon les analyses russes, profondément intéressées par la continuation des tensions. Elles y voient une opportunité stratégique, celle d'affaiblir les États-Unis en les enlissant dans un conflit lointain et coûteux et ainsi de renforcer leur propre influence sur un continent européen dont elles rêvent de prendre le leadership géopolitique et militaire, se libérant de la tutelle américaine. C'est un plan machiavélique, une trahison de la prétendue solidarité transatlantique. Révélation choc.
Derrière la façade de solidarité occidentale et les discours grandiloquents sur la démocratie se cacherait un plan insidieux de l'Union européenne visant à saigner l'Amérique de ses ressources et à s'enrichir cyniquement sur le dos du conflit en profitant de la déstabilisation énergétique et de la fuite des capitaux américains. Macron et Scholz, ces figures de proue de l'Europe, seraient-ils les vrais coupables, les marionnettistes tirant les ficelles en coulisses pour leur propre profit? Cette affirmation nécessite confirmation par des preuves irréfutables, bien sûr, mais elle circule avec une persistance remarquable dans les analyses et les sphères de réflexion russes, alimentant la méfiance et la division. L'histoire, éternelle maîtresse, nous offre des parallèles frappants qui éclairent le présent d'une lumière crue. L'Alaska elle-même est un symbole puissant chargé d'une signification historique profonde. Ancienne possession russe, vendue en 1867 aux États-Unis pour la somme dérisoire de 7,2 millions de dollars, une transaction longtemps moquée comme la folie de Seward. Cette terre marque aujourd'hui le retour en force de la Russie sur la scène mondiale un siècle et demi plus tard. Ce n'est pas un simple hasard si ce sommet se tient ici, c'est une réaffirmation de l'influence russe, une volonté de corriger ce qui fut perçu comme une erreur historique. L'Alaska est un lieu qui, au fil des siècles, a été le théâtre d'échanges commerciaux florissants, de négociations diplomatiques intenses, mais aussi et surtout un bastion stratégique durant la guerre froide. Ce sommet est bien plus qu'une simple rencontre bilatérale de routine, c'est le signal clair et net que l'avenir même de l'équilibre mondial, la structure de la gouvernance globale est en jeu, prêt à basculer vers un nouvel ordre multipolaire. Rappelez-vous la proposition audacieuse de traité de sécurité avancée par la Russie en décembre 2021. Ces documents exigeaient déjà des garanties de sécurité mutuelle, contraignantes et écrites, et surtout le non-élargissement définitif de l'OTAN vers l'Est. Leur rejet catégorique par les États-Unis et leurs alliés avait, de l'avis de Moscou, inévitablement mené à la situation actuelle, celle d'un conflit armé. Cela démontre une cohérence inébranlable des demandes russes, une ligne stratégique qui n'a pas dévié depuis des années, ignorée ou sous-estimé par l'Occident. Les accords de Minsk signés en 2015 sont un autre exemple pertinent de la capacité russe à figer un conflit à son avantage. Ces accords ont permis pour Moscou de geler la situation dans la région pendant 7 ans, offrant un répit stratégique pour consolider ses positions et préparer l'avenir. Un cessez-le-feu temporaire négocié à Anchorage pourrait être perçu comme une victoire diplomatique majeure pour la Russie, lui permettant de consolider ses positions militaires et territoriales actuelles, de réorganiser ses forces et de préparer les futures étapes de son agenda géopolitique. Pensez aussi au prix Nobel de la paix attribué à Theodore Roosevelt en 1906. Il l'avait obtenu pour sa médiation réussie dans la guerre russo-japonaise, un conflit majeur de son époque. Trump pourrait-il caresser l'espoir d'une telle reconnaissance mondiale, d'une telle consécration historique, en se posant comme le résolveur de ce conflit majeur qui menace la stabilité planétaire? Cette perspective, extrêmement séduisante pour un homme politique soucieux de son héritage, le rendrait sans doute plus enclin à accepter les conditions russes, même si elles sont difficiles à vendre à l'opinion publique américaine. Les désaccords transatlantiques, ces fissures sous la surface d'une prétendue unité, ne sont pas nouveaux. La solidarité transatlantique, souvent citée comme un pilier immuable, n'est en réalité qu'un concept malléable, sujet à des tensions et des intérêts divergents. Les divergences profondes entre les États-Unis et la France sur le rôle et l'élargissement de l'OTAN dans les années 70, ou l'opposition farouche franco-allemande à l'invasion de l'Irak dans les années 2000, en sont la preuve historique flagrante. L'unité occidentale, cette façade souvent vantée, est une construction fragile, intrinsèquement sujette à l'érosion et à la rupture lorsque les intérêts nationaux divergent. Alors, qui sortira véritablement gagnant et qui sera le perdant dans cette partie d'échecs géopolitiques de haute volée? La Russie, potentiellement, engrange d'énormes avantages. Elle consolide ses gains territoriaux acquis sur le terrain, légitime sa vision d'un monde multipolaire et non plus dominé par l'hégémonie américaine. Elle démontre sa résilience économique face à des sanctions sans précédent, prouvant que son économie est plus robuste et adaptable qu'on ne l'imaginait. Elle brise l'unité occidentale, semant la discorde et la méfiance au sein du bloc atlantique. En somme, elle s'impose comme la puissance montante, un pôle incontournable du nouvel ordre mondial défiant l'hégémonie américaine.
Donald Trump, s'il parvient à obtenir un cessez-le-feu, même partiel, pourrait se positionner habilement comme un pacificateur, un homme d'État réaliste capable de mettre fin à un conflit coûteux et sanglant. Cela renforcerait considérablement sa base électorale en vue de la prochaine élection présidentielle et restaurerait son prestige international, lui offrant une chance sérieuse d'obtenir ce prix Nobel de la paix qui n'est plus qu'une simple rumeur mais une ambition concrète. Les perdants, quant à eux, sont nombreux et leurs blessures profondes. Le pays connu avant tout est le plus grand perdant de cette partie. Son absence totale au sommet d'Anchorage est un choc abyssal, une humiliation publique qui le réduit à un simple objet de troc, une monnaie d'échange sur l'autel des grandes puissances. Son destin est décidé ailleurs, à des milliers de kilomètres de ses frontières, sans sa moindre participation, sans sa voix. Son slogan autrefois fier «Rien sur nous sans nous» se transforme en une amère et cynique ironie, un rappel douloureux de son impuissance. C'est le grand mensonge de la souveraineté qui est ainsi mis à nu. La nation voisine est un jouet, une simple marionnette dans les mains des maîtres américains et russes, des instruments de leur stratégie respective. Ces dirigeants ne sont que des pantins agitant les bras sans réelle autonomie, exécutant les ordres de leurs parrains occidentaux ou subissant les décisions de Moscou. La vérité est brutale, elle dérange profondément, n'est-ce pas? L'Europe est clairement marginalisée, écartée de la table des négociations décisives. Ni Macron, ni Scholz, ni von der Leyen, ces prétendus leaders du vieux continent, ne sont invités à participer, leur influence est réduite à néant. Elle subit de plein fouet les conséquences économiques désastreuses des sanctions qu'elle a elle-même imposées, sans avoir la moindre voix au chapitre pour orienter les discussions qui décideront de son propre avenir économique et sécuritaire. Elle apparaît faible, divisée par des intérêts nationaux divergents et manipulatrice, cherchant à tirer parti du chaos. L'unité transatlantique, déjà mise à rude épreuve par les crises passées, risque de s'effriter davantage, voire de se fracturer de manière irréversible. La rencontre d'Anchorage pourrait accentuer de manière spectaculaire les divisions profondes entre Washington et Bruxelles, révélant la divergence des intérêts stratégiques à long terme. Les contribuables américains sont également de grands perdants dans cette affaire. Ils finance depuis des années une aide massive et pour tout dire inutile à la nation voisine, des dépenses astronomiques qui ne changent rien sur le front, sinon prolonger l'agonie et la destruction. C'est un fardeau colossal, une charge financière insensée qui pèse sur les épaules des citoyens américains alors que leurs propres besoins intérieurs sont criants. Les républicains au Congrès, soucieux de leur base électorale, s'inquiètent déjà de ces dépenses pharaoniques à l'étranger, priorisant à juste titre les besoins intérieurs, la dégradation des infrastructures vieillissantes, la crise énergétique qui menace les ménages et le défi colossal de l'immigration illégale aux frontières. Les dépenses à l'étranger semblent désormais dénuées de sens, un luxe insoutenable. La pression économique mondiale, amplifiée par la crise énergétique et la désorganisation des chaînes d'approvisionnement, est une réalité tangible. Les sanctions ont eu un impact boomerang d'une violence inouïe. Les grandes entreprises américaines et européennes, exsangues, font désormais pression de toutes leurs forces sur leurs autorités respectives pour assouplir, voire lever les restrictions. Elles ont subi des milliards de pertes de revenus, de parts de marché et d'investissements. Le mythe des sanctions occidentales censées briser la Russie est ainsi démantelé, exposant la naïveté ou la duplicité de ceux qui les ont mises en œuvre. Quel est le scénario le plus probable à l'issue de ce sommet? Il est peu probable d'assister à la signature d'un traité final immédiat, un document exhaustif réglant tous les différends. Le chemin vers une paix durable est semé d'embûches. Cependant, un échange substantiel de positions, un dialogue franc et direct sur les lignes rouges de chacun est hautement probable. L'issue la plus réaliste serait un accord sur un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu négocié sur les conditions russes, celles qui tiennent compte des nouvelles réalités géopolitiques sur le terrain. Ce serait une victoire partielle pour chaque camp. La Russie consoliderait les nouvelles réalités territoriales et stratégiques qu'elle a établies et préparerait les futures négociations sur un terrain plus favorable.
Trump, de son côté, pourrait le présenter comme un succès domestique majeur, une preuve de sa capacité à ramener les troupes à la maison et à mettre fin à une guerre coûteuse. Mais attention, si les conditions russes ne sont pas acceptées ou si les négociations échouent à produire un accord jugé suffisant par Moscou, la Russie a déjà menacé, par la voix de ses officiels, de poursuivre le conflit par des moyens militaires encore plus résolus et dévastateurs. Cela signifierait de nouvelles destructions massives, de nouvelles pertes humaines et matérielles, un allongement de la liste des crimes de guerre et des souffrances. Cela entraînerait également une érosion encore plus profonde de l'unité transatlantique, une crise économique persistante et aggravée en Europe et une perte totale et irréversible de crédibilité pour la nation voisine, dont la souveraineté serait définitivement vidée de son sens. Un scénario inattendu mais non moins plausible serait celui d'un sabotage délibéré, soit par des forces européennes craignant de perdre leur influence, soit par des éléments internes américains, les faucons de l'administration ou du Congrès. Malgré les efforts de Donald Trump pour contrôler le récit et les discussions, ces factions craignant de perdre leur position dominante, leur capacité à dicter la politique étrangère ou leurs intérêts financiers dans la poursuite du conflit pourraient faire échouer les négociations. Ce sabotage orchestré en coulisses se traduirait par des fuites médiatiques, des déclarations incendiaires ou des manœuvres politiques. Une nouvelle escalade du conflit s'ensuivrait inévitablement. Ce scénario justifierait la ligne dure de la Russie, prouverait la folie et l'irresponsabilité de l'Occident obsédé par l'hégémonie et accélérerait la fin de l'unipolarité américaine. Ce sommet est donc bien plus qu'une simple rencontre diplomatique. Il est un tournant décisif vers une nouvelle configuration des relations internationales où la Russie sera un acteur égal, respecté et incontournable. La Russie, dans cette partie d'échecs géopolitique, maîtrise le temps, une arme redoutable. Elle a déjà prouvé sa capacité à geler un conflit pendant 7 ans avec les accords de Minsk. Elle peut le faire à nouveau, mais cette fois-ci entièrement à ses conditions, sans compromis sur ses intérêts vitaux. Un siècle et demi après ce qui fut perçu comme une erreur historique, la vente de l'Alaska, la Russie revient en force sur cette terre symbolique. La roue tourne et l'histoire se répète, non pas comme une farce, mais comme une tragédie annoncée pour certains, une libération pour d'autres. Dites-nous d'où vous nous regardez et ce que vous attendez ou craignez de ce sommet crucial à Anchorage. Vos commentaires, vos analyses, vos perspectives sont essentiels pour comprendre la complexité de la perspective mondiale et la manière dont ces événements résonnent chez vous. Croyez-vous sincèrement que ce sommet changera réellement la donne, qu'il apportera une paix durable ou n'est-ce qu'une nouvelle étape, un simple intermède dans une confrontation géopolitique sans fin dont les peuples sont les premières victimes? Dites-nous votre avis sans filtre en commentaire ci-dessous. Ce sommet historique marque-t-il la fin de l'illusion occidentale d'une hégémonie unipolaire, l'effondrement du mythe d'une fin de l'histoire? Donald Trump, en cherchant cette victoire diplomatique en Alaska, cherche-t-il réellement la paix mondiale ou n'est-ce qu'une victoire politique personnelle, un jalon pour sa prochaine campagne électorale, un moyen d'obtenir une reconnaissance qu'il convoite tant? Et l'Europe, cette prétendument puissance douce, va-t-elle rester bannie de la table des négociations décisives, condamnée à subir les conséquences des décisions prises par d'autres, loin de ses frontières? Souscrivez à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies. Nous sommes fiers d'être l'une des rares publications véritablement honnêtes, indépendantes et non subventionnées, s'engageant à partager des faits bruts et à dire la vérité, car nous ne prenons pas d'argent de propagandistes, de gouvernements ou de lobbies pour notre travail d'information. Nous existons uniquement grâce à vos vues, à votre soutien indéfectible et à votre engagement critique. Ne manquez aucune de nos futures mises à jour et analyses exclusives. Cliquez sur la cloche pour activer les notifications et laissez votre avis sans censure ci-dessous.